Salut Sophie! Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, comme précédemment, il y a quelques épisodes de cela, on vous reparle de plastique. Comment ça va Sophie? Ça va. Puis du coup, le plastique c'est fantastique, c'est ça? C'est le titre Je de sais, l'épisode. non. Alors il y avait un épisode qui s'appelait Le plastique c'est dramatique. Oui, il était bien. Ouais, je me débrouille toujours pour trouver des noms sympathiques pour les épisodes, quand bien même on parle pas toujours de sujets joyeux. Et je vais pas parler de sujets joyeux aujourd'hui. Quoique, il y a des trucs assez intéressants, on va y revenir ensemble. Et toi, de ton côté, tu nous parles de quoi? Moi, je vais aller parler de barge. Alors, l'oiseau, hein. Ah, d'accord. Prenez pas ça pour une insulte. L'oiseau uniquement. Voilà. Donc, c'est pas très exotique, hein, mais c'est intéressant d'en parler parce que la semaine dernière, ou c'était la semaine d'avant, je ne sais plus, on avait parlé de diversité génétique notamment. Et ça, c'est une nouvelle étude qui est sortie sur le sujet et qui, je trouvais, expliquait pas mal le concept. Donc, on va en parler. Eh ben, on va parler de sujets qu'on a évoqués précédemment. Eh ben, dans la rétro piou piou que je commence, je vais parler d'un sujet qui a été évoqué aujourd'hui, au moment où on enregistre, et plus précisément à 15h, puisque le tribunal de Montpellier a rendu son verdict concernant le parc éolien d'Aumela qui se situe dans l'Hérault. C'est un parc qui avait été mis en demeure responsable de la mort de 160 individus d'espèces protégées, notamment des faucons cressérellettes. Je crois qu'il y en avait 50 ou un petit peu plus. Eh bien, le tribunal a donné son verdict et il a demandé la suspension pour 4 mois avec exécution provisoire de l'activité du parc éolien, et il a condamné également les sociétés à 500 000 € d'amende, et l'ancien PDG d'EDF Renouvelable qui gère ce parc éolien a lui écopé de 6 mois de prison avec sursis et 100 000 € d'amende, dont 30 000 avec sursis. Voilà pour ce verdict qui entérine quelque peu une actualité judiciaire qui tournait depuis une bonne année maintenant, voire un peu plus. Franchement, je suis pas mécontente de ce verdict, très honnêtement, parce que l'éolien, il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi des problèmes et il faut pas en mettre n'importe où. Absolument, et c'est effectivement le gros souci lorsque les associations de défense animale notamment s'opposent à l'installation des éoliennes, outre le fait que ce ne soit pas très très joli et que ça dénature les paysages, c'est que généralement on les met n'importe où, et on les met surtout dans des zones Natura 2000. J'avais appris ça lorsque j'avais réalisé une conférence sur les grues et sur les éoliennes, et j'avais été stupéfait de découvrir le nombre de parcs éoliens qui étaient réalisés dans des zones Natura 2000, qui sont par définition des zones qui ne doivent pas être justement dérangées par quelque type de construction que ce soit. Oui, et c'est curieux qu'on ait donné quand même le feu vert aux éoliennes sur beaucoup de ces parcs. J'ai moi aussi vu ça pas très loin d'une commune que je connais très très bien, qui est sur le Larzac, qui avait aussi un projet d'éolien dans une zone Natura 2000, dans le parc régional des Grands Causses, que vous connaissez certainement. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, je sais pas si tu connais les Ninox. Est-ce que ça te dit quelque chose, les Ninox? Les espèces de chouettes. Exactement, Ouais. c'est tout mimi, généralement c'est pas très grand. Et donc la Ninox de Cebu, il y a cette fois-ci, j'ai envie de dire qu'on a un bon espoir pour cet oiseau-là, finalement. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, parce que vous allez me dire, oui mais c'est quoi Ninox de Cebu? Alors Ninox de Cebu, c'est donc une petite chouette qui habite sur une île des Philippines, qui s'appelle Cebu en l'occurrence. Pas une grande île, hein, c'est 225 km de long, c'est pas énorme, pour une largeur de à peu près 30 km. Et la Ninox de Cebu, c'est un des oiseaux endémiques de l'île et des Philippines, une des 3 espèces d'oiseaux endémiques qui restent, parce qu'on en a déjà perdu 4 des espèces d'oiseaux endémiques à cet endroit-là. Ah ouais, ok. Et oui, et donc on aimerait bien conserver les autres. Et en l'occurrence, la Ninox de Cebu, on pensait encore récemment qu'il n'y avait plus qu'à peu près 200 individus en tout dans la nature. 200 individus, c'est pas beaucoup pour supporter une espèce.
Et finalement, cette année, on s'est rendu compte que les estimations étaient fausses et qu'on serait plus autour de 800-900 individus dans la nature. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Super. Eh ben, tu sais quoi, Sophie? Tu as retrouvé l'information que je voulais évoquer dans le courrier de la Stern aujourd'hui et que j'ai oublié, ou plutôt que je ne sais pas où j'ai mis cette info. Je te jure. Bah tu vois, je l'ai trouvé pour toi quand même. Ah bah comme quoi. Donc à la place, je vais parler de Calao. Calao de Ceylan. Oh oui. Donc on a parlé du Calao à casque rond il n'y a pas très longtemps dans le courrier de la Stern. Là on parle de nidification. On est dans une petite ville, la ville d'Anuradhapura, j'espère que je prononce bien. Et les Calao ont trouvé comme moyen de nicher atypique des pots en aluminium, voilà, qui sont dans les jardins de la banlieue de la ville. Et c'est assez intéressant parce que non seulement les pots sont utilisés, mais ils sont également modifiés par les Calao, puisque les Calao bougent quelque peu les entrées, un peu comme les Citel torche-pot, hein, c'est très imagé, mais ça vous donnera une petite idée de comment les Calao font ça, pour justement adapter ce pot à la forme des nids qu'ils voudraient trouver dans la nature. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. On est au Sri Lanka, bien sûr, pour des petites précisions. D'accord. Moi j'ai une petite info, alors vous allez me dire c'est pas exactement des oiseaux, je vais vous parler de mouches. Ah oui, mais attends, des mouches. Bon, ça vole, hein. Ça vole, les diptères quand même. En l'occurrence, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, qui est en train de parler de diptères, donc de mouches, moustiques et autres bestioles du même style, qu'on n'aime pas forcément beaucoup, hein, faut être honnête. Et qui s'intéresse donc à tout ce genre de choses. Et en fait, qui s'intéressent non seulement aux mouches, mais surtout à leur migration. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'espèces de mouches et autres diptères migrent. Et en fait, il semblerait que cette migration soit très 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 importante pour supporter des écosystèmes, alors notamment en termes de décomposition des sols, vous imaginez bien que les larves de mouches notamment ça aide au renouvellement des sols en décomposant la matière organique pour justement préparer en fait la fabrication d'humus, de compost, etc. Mais aussi pour toutes les espèces qui vont être insectivores, y compris les oiseaux. Donc en fait, dans l'étude qui est de laquelle je parle aujourd'hui, il s'intéressait à ces diptères, mais surtout à leur rôle écologique et leur influence sur toutes ces espèces d'oiseaux, et notamment les problèmes que ça peut engendrer quand nous, on détruit les diptères en question, et du coup le manque de ces diptères dans l'écosystème en règle générale, et notamment pour les oiseaux. Alors c'est une étude qui a été faite en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord on a un gros problème en ce moment, c'est qu'on a une réduction drastique du nombre d'espèces qui sont insectivores chez les oiseaux, et par contre une augmentation du nombre d'espèces qui vont pas être insectivores, en l'occurrence granivores ou quel que soit l'autre type de régime alimentaire que vous avez, frugivore ou autre. Mais en gros, les espèces insectivores sont en nette diminution en Amérique du Nord, et l'un des problèmes, ce serait l'utilisation d'insecticides et autres choses du même style pour empêcher donc la prolifération de ces insectes qui, au contraire, sont importants pour les écosystèmes, en l'occurrence comme aliments pour les oiseaux, par exemple. Voilà. Ok. Alors j'ai retrouvé l'information concernant le Calao, puisque... Voilà, elle est présente sur l'article d'Ornithomédia, et effectivement, la femelle, elle aussi, est emmurée par le mâle. D'accord. Oui, ça m'étonne pas, généralement, c'est les Calaos, c'est à peu près toutes les espèces. Hein. Ouais, mais sait-on jamais, il y a peut-être des exceptions, il y a toujours des exceptions, donc voilà. Alors, il y a des exceptions. Il y a effectivement des exceptions, mais notamment, c'est les Calaos terrestres, c'est des exceptions à ce niveau. Ok. Est-ce que tu as une dernière info, Sophie ? Juste une petite info rapide sur la chasse. Vous savez qu'il y a certaines espèces qui sont interdites de chasse. Il y a notamment quelque chose qui est passé devant la Commission européenne qui avait interdit la chasse. Alors, il me semble, en français, c'est... Turtle dove. Mais en tout cas, la chasse de cette espèce est de nouveau ouverte alors qu'elle avait été fermée pour 3 ans précédemment, parce que justement on avait des problèmes d'effectifs sur cette espèce-là. Malheureusement,
cette réouverture ne se fait pas forcément au bon moment parce que on n'a toujours pas d'effectifs en hausse sur cette espèce-là. Et c'est un peu le problème. Absolument, c'est une espèce vulnérable, d'ailleurs. C'est toujours vulnérable, exactement, notamment à cause de la perte d'habitat, comme d'habitude, et des zones qui de base étaient des forêts. L'espèce vit principalement dans les lieux boisés, mais pas boisés complètement, mais un peu boisés. Et quand on utilise ces lieux pour l'agriculture, c'est une grosse perte d'habitat pour l'animal, qui du coup a du mal à survivre dans nos environnements très peuplés. Absolument. Et donc c'est tourterelle des bois. Bien sûr. La tourterelle des bois, merci. Une des deux espèces de tourterelles que l'on peut voir en France, l'autre étant évidemment la tourterelle turque bien plus commune. Voilà. Et on va refermer ces virages, Sophie. Est-ce que je te parle de plastique? Allez, allons-y. Allez, parlons de plastique. Alors avant de parler de plastique, on va parler d'un homme, on va parler de Åke Florian Hiemstra. Vous savez qu'on apprécie beaucoup le travail de Åke Florian dans le Courrier de la Sterne. On avait eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises de lui. On a même dédié une partie de certaines émissions à son travail. Et on va refaire la même chose parce que c'est lui qui est l'auteur de l'étude que je m'apprête à vous décrire, sortie le 25 février dernier dans Ecological Society of America. Et donc on va parler de plastique. On va parler d'un oiseau qui s'appelle la foulque macroule, que vous connaissez peut-être. C'est un oiseau qui a pour habitude de nicher sur les berges en France, mais pas que, on peut aussi la voir sur les petites étendues d'eau, voire peut-être les lacs. Et cette foulque, elle a un problème. C'est son environnement qui est constitué... alors, dans l'étude, il parle de 79% de plastique qui est encore visible dans la nature. Voilà. Quand on vous dit que le plastique ne se dégrade pas très bien, comprenez bien que les 79% sont un chiffre absolument gigantesque. Alors les emballages, effectivement, ils ne se dégradent pas, mais ils peuvent être aussi utilisés comme des espèces de fossiles, ce qu'on appelle des fossiles de l'Anthropocène, c'est ce qui est décrit dans l'étude, et ça permet de dater avec précision les différentes strates de l'époque grâce aux dates des emballages ou à leur signature. Par exemple, les anciens noms qui sont utilisés, des changements de logo qui peuvent avoir lieu. On a des marques qui changent de logo au fur et à mesure du temps, avec des dates de péremption qui peuvent être présentes dessus, etc. etc. Donc les emballages alimentaires et de boissons en plastique à usage unique dominent la production de plastique et sont donc les déchets qu'on retrouve le plus souvent partout dans le monde. Et ici, en conséquence, dans le système d'eau douce néerlandais, puisque l'équipe parle des foulques macroules de la ville d'Amsterdam qui utilisent des déchets. Alors, des oiseaux qui utilisent des déchets, Sophie, tu en connais comme moi d'autres. Ah oui. Si je te parle de cigognes, par exemple, on avait évoqué ce cas il y a quelques semaines de cela dans la rétro Piu Piu. On peut aussi parler du jardinier qui collecte aussi des déchets de couleurs et selon la couleur que le jardinier va vouloir, il va prendre des emballages qui vont correspondre plus ou moins à la couleur qu'il affectionne particulièrement. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas forcément dans les villes qu'on va retrouver ce comportement, on peut aussi le retrouver dans des lieux où, entre guillemets, on a beaucoup moins de trafic d'humains. Par trafic d'humains, je veux bien évidemment entendre le fait que les humains se déplacent et consomment beaucoup ou habitent en des endroits assez cloisonnés et non pas trafic d'humains au sens secondaire du terme. Non, mais on t'a pris au sens propre. Pitié, non. Of course. Alors la population de foulques, elle a été instigée à Leiden. Et c'est intéressant parce que cette population, elle est avérée comme étant, et c'est aussi dans l'étude, l'une des toutes premières populations d'oiseaux dont et je dis bien tous les nids contiennent du plastique. Et là encore, ça fait référence à une étude qui était sortie également par Åke Florian en 2021. Alors la foulque, généralement, construit ses nids avec des matériaux végétaux
qui se décompose rapidement, et donc elle est obligée de construire un nouveau nid toute l'année. On a des oiseaux qui peuvent réutiliser des nids, ce n'est pas le cas de la foulque. Enfin, ce n'était pas le cas de la foulque, parce que avec l'utilisation des plastiques et d'autres matériaux artificiels, eh bien on s'est rendu compte que la foulque avait changé son comportement et elle avait commencé à réutiliser les nids d'une année sur l'autre. Et là, c'est ici que l'on voit l'intérêt de l'étude, parce que grâce à ça, on va pouvoir dater, plus ou moins précisément, la création de certains nids. Et mettre en relation ces nids avec l'évolution de la population dans la ville d'Amsterdam. C'est quand même incroyable quand on y pense. Alors j'ai une question. Après, parce que bon, au niveau des humains, on est d'accord que nous, quand on construit un grand monument, après on le détruit régulièrement, on reprend les pierres du monument pour refaire un autre truc derrière. Est-ce que pour les nids des foulques macroules, est-ce que ce serait pas plus ou moins la même chose? Imaginons qu'il y a un nid qui soit inoccupé pendant 1 ou 2 ans, est-ce que les autres foulques, ils arrivent pas pour récupérer les trucs pour faire leur nid à eux? Alors justement, c'est une limite qui est adressée dans l'étude. Ils le disent que effectivement, on peut dater ces nids, mais qu'on n'est pas 100% certain de la datation de ce nid, parce que des éléments peuvent être transférés d'un nid à l'autre, ou des éléments d'une année peuvent tout simplement ne pas être trouvés une année et utilisés l'année d'après, par exemple. Donc c'est effectivement une des limites de l'étude qu'ils ont ciblée. Il y en a une autre qui correspond au nombre de nids qui ont été détruits par les hommes, parce que ce sont des nids qui se situent sur des zones assez fréquentées, et donc on a, je crois, 38% des nids qui, on suppose, ont été détruits ou ont été conservés. Je reviendrai sur le chiffre tout à l'heure puisque je l'ai noté, mais il y a aussi le fait que on ait des données manquantes, et ça peut être aussi une limite de l'étude qui a été réalisée. Voilà. D'accord. Bon, donc l'étude, je te laisse continuer. Non, mais pas de souci. L'étude, elle est menée sur une seule journée, le 22 septembre 2021, où l'objectif c'est de récupérer le plus de nids possible de foulques. Voilà. Les nids sont collectés à la main, à l'exception du fait que des fois on a des animaux qui peuvent se situer dedans, notamment le triton ponctué qui peut hiberner dans des nids de foulques. Donc dans ce cas, le nid est laissé tranquille. Et une fois en laboratoire, les nids sont démantelés. Et c'est là qu'on va découvrir des trucs absolument incroyables. Sur les 15 nids qu'on a investigués, il y en a 2 qui sont extrêmement intéressants. Le premier, il se situe sous le quai de Loed Turkmarkt au Rokin. Excusez-moi, je ne parle pas très bien néerlandais. Et ce qu'il a de très intéressant, c'est que lorsqu'ils ont déconstruit le nid, les chercheurs, ils ont trouvé 635 objets artificiels, dont 206 étaient liés à de la nourriture. 635 objets artificiels. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est que les objets qui étaient datés, ça représentait environ 5% des objets qui ont été retrouvés de ces 32%, puisque généralement la nourriture, ce sont les packaging où justement on a les dates de péremption, on va pouvoir remonter sur une 30aine d'années. Et ça va nous être très utile, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Il y a un autre nid, qui est celui, alors là, attention, fourche-langue, Donbecken de Gracht, qui contenait 40 plastiques datables, dont 22 datant de 2019, et il y avait des choses très intéressantes, c'est notamment qu'on retrouvait des masques issus de la pandémie de Covid. Incroyable, n'est-il pas? Mon Dieu. Alors, ce qu'il y a de super intéressant avec, comme je l'ai dit, ces différents nids, c'est qu'on est capable de retracer la chronologie, ou du moins on est à peu près capable de tracer la chronologie du comportement des foulques macroules et de leur arrivée dans la ville d'Amsterdam. Parce qu'on suppose que les foulques dans Amsterdam sont arrivées aux alentours de fin 80, début 90. Et la toute première mention de déchets qu'on peut trouver dans ces nids de foulques macroules date d'environ 1993, soit 3 ans après
l'arrivée des foulques macroules et que ces oiseaux finissent par s'installer dans la ville d'Amsterdam. Alors c'est pas le seul oiseau à avoir ce comportement. Il est mentionné dans l'étude que le grébupé a adopté aussi une stratégie similaire pour la construction des nids, sans toutefois qu'on ait plus de précision qui soit apportée. Mais grâce justement à cette datation, on a un moyen parfait pour reconstituer quelque peu la cartographie de l'installation de l'oiseau dans la ville d'Amsterdam. Et c'est en ça que cette étude elle est très intéressante, parce qu'on est capable, grâce à ces déchets, alors ne lancez pas des déchets dans votre jardin pour que les oiseaux Non, les pitié. récupèrent et Non. qu'ensuite on fasse de la datation, ne le faites pas. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on peut réussir à reconstituer quelque peu l'ensemble des informations nécessaires pour resituer l'arrivée de l'oiseau et surtout la mise en place de ce comportement de réutilisation des nids qui est effective à Amsterdam. Et je revenais sur le 38% de nids de foulques, ce sont 38% de nids qui sont retirés par les gens pour divers motifs. Et donc ça, c'est effectivement des lectures qui peuvent être perdues. Donc voilà pour cette étude assez intrigante. Et on va terminer par un petit quiz, Sophie, parce que dans notre incroyable étude, nous avons des photos des déchets qui sont retrouvés. À ton avis, qu'est-ce qu'on a comme déchets qui ont été retrouvés? Ça part de 1991, ça monte jusqu'à 2022. Est-ce que tu as des petites idées de ce qui est extrêmement représenté? C'est aussi dans l'étude, mais voilà, je le détaille pas plus que ça. J'irais bien sur des emballages, tu sais, type barre de céréales, paquet de chips et ce genre de choses. On a effectivement de la barre de céréales, du Mars, du Kit Kat, voilà. Parce qu'on est capable même de retrouver les marques, les marques, les Twix aussi. Voilà. Ouais. Ensuite, et du coup, les paquets de chips ou... Paquets de chips, pas à ma tant que ça connaissance. En tout cas, sur l'image que j'ai, la figure que j'ai, que vous retrouverez dans l'étude, il n'y a pas de paquet de chips. Alors après, je suis partie sur... Moi, j'avais retrouvé des nids aussi ici, avec des débris de plastique, donc c'est pas seulement les foulques macroules, j'avais trouvé des petits nids en coupe, typiquement un passereau, alors je sais pas lequel, mais ce genre de choses qui avait aussi mis des choses dedans, et alors ce qu'il avait utilisé, lui, c'était du ruban, tu sais, comme on a sur les cadeaux. Est-ce que tu l'as dans ton étude? Pas du tout. Pas du tout, non. D'accord. Non, par contre, ce que j'ai un maximum, c'est les masques Covid, j'en ai parlé il y a quelques instants. Oui, et les emballages de fast-food aussi, qui sont très représentés. Ouais. D'accord. Voilà, donc qui constituent aussi une bonne représentation de ce qu'il y a dans ces nids de foulques. Et oui, du coup, Sophie, toi, t'as été témoin de ce genre de trouvailles dans des nids d'oiseaux? Du coup, ouais, c'est des petits nids que tu trouves un peu partout. Alors, moi j'habite en pleine ville, donc c'est pareil, t'as beaucoup de déchets. Et pour construire les nids, ils utilisent aussi de temps en temps du plastique. Et j'avais retrouvé donc des... Alors c'était plus des trucs filiformes, alors généralement c'était des ficelles, mais tu sais en plastique, des débris d'emballage comme ça. Ou alors carrément... Tu sais, des fois, quand tu mets quelque chose dans un carton et que t'as pas forcément... il te reste un peu de place, tu veux bourrer avec quelque chose pour éviter que ton objet s'abîme. Et de temps en temps, t'as des choses que tu peux mettre qui sont... Alors, tu peux utiliser des copeaux de bois, mais aussi des fois, tu utilises du polystyrène. Et ça, j'ai retrouvé aussi dans les nids. Des morceaux de polystyrène comme ça, tu sais, les petites... je sais pas comment on appellerait ça, des coquillettes de polystyrène, un truc comme ça, j'imagine, qui sont utilisées comme matériaux de construction. Est-ce que pour les manchots, puisque toi tu travailles beaucoup aussi avec les manchots, tu as eu aussi ce genre de comportement proche des océans, justement, on a beaucoup de pollution, donc est-ce que tu as déjà retrouvé des déchets dans des nids? Alors pas du tout, pas pour eux. Ok. Non, jamais. Alors, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Après, il y a du déchet, par contre, sur les îles et autour. Malheureusement, c'est toujours des choses qui arrivent avec la marée, on peut pas trop faire autrement. Mais ils l'utilisent pas.
Après, les manchots, de toute façon, ça construit pas exactement de nid, ça creuse un terrier et ça se met à l'intérieur, donc c'est pas la même chose. Mais la question que je voulais te poser, c'est du coup, ces nids, est-ce qu'ils sont tu disais, ils sont réutilisés d'année en année? Oui. Ou pas du tout? Ouais. Oui, alors ils sont réutilisés d'année en année, oui, sur le papier. Dans les faits, il est très très difficile de déterminer si ces nids sont réellement utilisés et réutilisés chaque année. Il y a peut-être des nids qui n'ont pas été utilisés pendant 1 ou 2 ans puis qui vont être réutilisés par la suite. Là pour le coup il faudrait faire un suivi des nids et dans l'étude il n'y a pas vraiment de suivi des nids qui est réalisé, c'est juste on va prendre les nids et on va les décortiquer pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc à la question de savoir si les nids sont vraiment réutilisés d'une année sur l'autre, c'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas te donner de réponse. Non, mais je voyais ça un peu, tu sais, comme l'air des aigles. Généralement, c'est réutilisé d'année en année. C'est juste qu'ils rajoutent des branches au fur et à mesure pour. Absolument. Il faisait le comparo avec le faucon gerfaut. Voilà. Oui. Et ils analysaient en fait les couches de guano. Et ils pouvaient déterminer en fonction de la hauteur de la couche de guano, on va dire, le nombre de temps qui s'était écoulé pour que cette couche atteigne cette hauteur. Et je crois que dans l'étude, il disait qu'on pouvait estimer à 1500 ou 1700 ans le fait que les faucons utilisaient de manière répétée, voire même chaque année, les nids qui sont construits. Ce qui est absolument fascinant d'ailleurs. Vraiment, j'étais assez estomaqué par ce chiffre. Tellement estomaqué que je me demande si je l'ai pas mal lu, je me demande si c'est pas 1500 à 1700 et pas 1700 à 1700 ans. Ça me paraît un peu bizarre, mais c'est peut-être ça. Oui. Bon, faudra vérifier, mais bon, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que c'est une bonne idée pour voir le temps d'utilisation d'un endroit. Même pas forcément un nid, un perchoir, ça marche aussi. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter sur les incroyables foulques macroules. Et j'ai retrouvé la date. Donc c'est du radiocarbone qui est réalisé. Ouais. Et c'est une datation qui est comprise entre 2740 et 2360 ans. C'est fou. Oh. Ah ouais. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. Bien sûr. C'est Falco rusticolus. Voilà. Je disais le faucon gerfaut. D'accord. Et j'avais une autre question, si tu veux bien. Et je sais pas s'ils en parlent dans l'étude, parce que moi je l'ai pas lu. Mais est-ce que... Alors, c'est des oiseaux qui vivent dans Amsterdam même, j'imagine. Dans un parc où tu sais exactement où ça se situe. Sur les berges. Sur les berges d'Amsterdam. Et comme je ne suis jamais allé à Amsterdam, je peux pas spécialement te dire où précisément. Mais ils ont traqué la position des oiseaux et des nids avec Google Streets. Donc du coup, il y a la possibilité de retrouver, géographiquement parlant, l'intégralité des nids qui sont utilisés dans l'étude. Je sais pas par contre s'il y a un document annexe qui référence tout ça, peut-être. Mais je sais qu'ils ont utilisé effectivement Google Street pour recenser tout ça. Et du coup, ma question, c'est est-ce que, vu que ce sont des animaux qui vivent en pleine ville, est-ce que la raison pour laquelle ils utilisent des déchets, c'est parce qu'ils trouveraient pas autre chose? Parce que je sais que en ville, le problème, c'est que justement, on a tendance à nettoyer nos espaces verts, donc il n'y a pas de branches qui traînent au sol, il n'y a pas de tas de feuilles, il n'y a pas ce genre de choses, parce qu'on nettoie tout. Donc est-ce que l'utilisation des déchets, c'est pas juste une adaptation à cause de ça? Eh ben justement, pourquoi utiliser des déchets? Parce que les plantes qu'utilisent naturellement les foulques se décomposent rapidement, ça je l'ai dit, mais surtout ne sont pas présents dans le milieu d'Amsterdam. Et donc du coup, cet inconvénient pousse les oiseaux à utiliser ces matériaux qui sont artificiels mais qui sont durables dans le temps. Et c'est comme ça justement que les oiseaux se sont mis à réutiliser les nids d'une année sur l'autre. Et ils constatent aussi dans l'étude que le nid est bien construit et que celui-ci peut effectivement être utilisé de manière, on va dire, très longue. Il n'y a pas beaucoup de signes d'usure ou de dégradation des nids. Donc ça veut dire que l'utilisation des nids est quand même assez régulière pour ces oiseaux. D'accord. Non mais c'est intéressant. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une sélection maintenant sur le mode de construction des nids pour avoir des choses qui durent plus longtemps et donc limiter la consommation d'énergie lors de la construction du nid chez ces espèces-là, parce que c'est
C'est une grosse consommation d'énergie, hein, quand vous devez faire des allers-retours, je sais pas combien de fois par jour pour arriver à construire votre truc. Effectivement, une des hypothèses, c'est que ça demanderait beaucoup moins de temps pour la nidification, et ce temps, on va dire, non alloué à la nidification, enfin pas à la nidification, si à la création du nid en tout cas, ce temps alloué est beaucoup plus utile pour repousser d'éventuels prédateurs ou d'éventuels problèmes qui pourraient impacter par la suite la nidification et ensuite l'élevage des jeunes. Voilà. Je t'avoue que ce serait intéressant de voir le taux de survie des jeunes après ça. Ça pourrait être très intéressant. Ce serait intéressant. Pour l'instant, c'est pas encore évoqué. Et puis il y a un autre truc qui est pas évoqué, enfin qui est évoqué dans l'étude, mais ils ne savent pas si ça va vraiment être un point important ou pas. Ils ne savent pas si la réutilisation des nids est stimulée par des avantages évolutifs, hein, ou en tout cas par des avantages qui sont notamment ceux où l'oiseau dépense beaucoup moins d'énergie, ou par la rareté des sites de nidification en milieu urbain. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est une information qu'ils n'ont pas, d'autant, comme je le reprécise à nouveau, qu'environ 38% des nids sont manquants. D'accord, mais c'était un article super intéressant, franchement. C'est un article super intéressant, je ne m'attendais pas à ça, et on vous invite à le consulter. Il est en open access, mesdames et messieurs, et ça, c'est cool. Ah oui. Sophie, on parle de la barge noire désormais, un oiseau qu'on n'a jamais évoqué dans... Barge à queue noire, mais oui, je confonds avec la barge rousse, que j'appelle parfois barge à queue rousse, alors que non. Mais bref, la buse à queue rousse, ça existe, mais la barge à queue rousse, je ne le connais pas. Non mais c'est moi quand des fois je raconte des choses, je me trompe parfois de nom d'oiseau. C'est un mix, alors je veux bien voir le mix entre la buse à queue rousse et la barge rousse, ça pourrait être intéressant. Ah bah ça donne le cri du plongeon huard. Non, je sais pas. Ah ouais. Il y a quelque chose à creuser là, il y a des trucs là. Barge noire du coup. Oui, alors Limosa pour son petit nom d'espèce. C'est une espèce que vous connaissez parce qu'elle habite en France, donc c'est pas très exotique, hein. Je suis désolée, aujourd'hui on part pas aux quatre coins du monde, on va juste rester en France. Pour moi c'est assez exotique, mais pour vous j'imagine que ça l'est un peu moins. Alors pour la barge à queue noire, on est sur une espèce qui est un oiseau limicole. Donc un oiseau limicole, c'est un oiseau qui va rester principalement au bord de l'eau. On a deux espèces de barges en France, c'est l'une des deux. Celle-là est assez fréquente. Mais elle est quand même d'un statut quasi menacé, statut IUCN bien sûr, et qui dit qu'en fait ses effectifs dernièrement ont tendance à bien diminuer, hélas. Donc elle est encore assez répandue, elle a une aire de répartition assez grande, hein, ça s'étend jusqu'à la Russie, hein, ça passe par la France évidemment, et puis pour l'hivernage, elle descend, c'est un oiseau migrateur, elle descend jusqu'au milieu de l'Afrique et parfois jusqu'en Australie. Et du coup, on a quand même encore pas mal d'individus dans le monde. Le problème, c'est que sur certaines de ces sous-espèces, parce qu'on a, selon les auteurs, 3 ou 4 sous-espèces, c'est notamment une sous-espèce qui habite en Europe, donc en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas notamment. Et bien sur cette sous-espèce-là, on commence à avoir des effectifs qui diminuent d'année en année, hélas, et ça fait bien 20 ans qu'on étudie l'animal, et ça fait 20 ans que les effectifs sont en baisse, hélas. Donc, le problème de cet animal, c'est que on essaie de préserver ses habitats, on essaie de préserver l'animal, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de succès, et l'animal commence à devenir de plus en plus rare. C'est un oiseau qui a une durée de vie qui est quand même assez longue, on peut aller quasiment jusqu'à 20 ans dans la nature, donc c'est quand même un animal qui peut vivre assez vieux, hein. C'est pas juste un petit passereau qui va vivre 2-3 ans, donc on est sur un animal...
une durée de vie assez longue. Oui, les passereaux, c'est pas très long généralement. Le moineau, ça va vivre 2-3 ans dans la nature, même si ça pourrait vivre plus longtemps, mais bon, il y a tellement de dangers à l'extérieur qu'évidemment. Et ces animaux, donc, à durée de vie assez longue, ce qui va les caractériser souvent, c'est qu'ils vont revenir au même endroit pour nidifier au même endroit. Donc c'est des populations qui vont être assez inféodées à leur milieu, qui vont revenir tous les ans, toujours au même endroit. Et sur la barge à queue noire, on a notamment une population qui va revenir tous les ans dans le sud du Royaume-Uni, donc en Angleterre, hein, et qui va nicher tous les ans au même endroit. On a même une population d'ailleurs qui ne migre pas en Angleterre, qui reste au même endroit toute l'année et qui niche à cet endroit-là. Et l'étude dont on va parler aujourd'hui, c'est une étude qui justement s'est intéressée à cette population-là, population de Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des populations les plus touchées par la diminution d'effectifs de la barge à queue noire. Malheureusement, on en voit de moins en moins. Et il y a quelques programmes de conservation donc, qui s'intéressent à cet animal et qui essaient de préserver les habitats, malheureusement, sans beaucoup de succès pour l'instant. Mais on va en parler d'un programme qui a un peu plus de succès que les autres et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le problème de cette barge à queue noire, donc on a dit, il y a plusieurs sous-populations, et notamment en Europe, on a plusieurs lieux où l'animal habite. Alors j'ai parlé d'une population donc au Royaume-Uni, il y en a plus d'une, hein, mais c'est des petits groupes qui sont à droite et à gauche, et on en a donc en France, mais aussi aux Pays-Bas, et les Pays-Bas, pour l'instant, c'est l'une des populations qui va être les plus importantes en Europe, et notamment ça va être l'une des populations qui va être les plus diversifiées. Alors, je voulais parler de diversité génétique aujourd'hui, parce qu'on en a parlé la dernière fois, et c'est vrai qu'on a un petit peu survolé le sujet, parce que c'est un sujet qui est pas facile à aborder. On connaît un peu la génétique, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu une boîte noire, tout ça, hein, hélas. Et je voulais en parler aujourd'hui parce que justement, la barge à queue noire, c'est un très très bon sujet pour évoquer les problèmes de diversité génétique dans ces espèces-là qui sont en voie de disparition. Alors, la diversité génétique, qu'est-ce que c'est ? La diversité génétique, c'est le fait que on est tous un petit peu des gènes, et notamment des allèles dans ces gènes, qui sont un peu différents, ce qui va permettre qu'on n'ait pas trop de problèmes de consanguinité. On l'a évoqué la dernière fois. C'est-à-dire que, typiquement, si vous vous reproduisez avec votre frère ou votre sœur, vous allez avoir des petits problèmes, parce que vous allez avoir exactement les mêmes gènes, et vous allez avoir des enfants qui, si vous en avez, ne seront pas forcément viables, parce qu'avoir les mêmes gènes, c'est pas terrible, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir notamment des maladies génétiques qui vont se développer, parce que vous allez pas avoir de gènes ou d'allèles qui vont être différents, qui vont rentrer en compétition avec des allèles qui pourraient être un peu dangereux pour vous. Et donc ça veut dire que moins vous avez de diversité génétique, et plus vous avez de problèmes génétiques. C'est des choses qu'on a étudiées chez l'homme, évidemment, on a étudié ça dans des populations qui étaient très isolées du reste du monde et qui ont fini par avoir des problèmes génétiques, notamment on a des villages au Canada qui ont pas mal été étudiés pour ça. Okay. Et on a étudié ça notamment chez des animaux, donc chez des oiseaux, chez des mammifères aussi, enfin bref. On connaît bien tous les mécanismes qui conduisent à ces problèmes de consanguinité. Et lorsqu'on parle de conservation, c'est un gros souci, parce qu'évidemment, ce que vous voulez faire en conservation, c'est essayer de conserver au maximum une diversité génétique pour avoir un maximum de gènes différents dans votre population, pour être bien sûr que votre espèce va survivre. Parce que si vous avez tous les oiseaux avec tous les mêmes gènes à chaque fois, ça veut dire que d'une, ils vont être très consanguins, donc ça va être difficile pour la reproduction d'avoir des animaux qui sont viables, et de deux, ça veut dire que si jamais vous avez une maladie qui se balade, ou un parasite qui est capable de s'attaquer à un des animaux de votre espèce, s'ils sont tous semblables, tous vos oiseaux, ça veut dire que cette maladie, elle va avoir exactement le même effet sur chacun de vos oiseaux. Et mettons, par exemple, que cette maladie soit mortelle, et tous vos oiseaux vont mourir, parce qu'il n'y en a pas un seul qui aura possiblement un gène qui va lui permettre de résister à ça, vu qu'ils seront tous identiques. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème quand vous faites de la conservation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir un maximum de diversité génétique dans la conservation, parce que c'est ce qui va assurer la survie de votre population. Et c'est pour ça que c'est si important.
Et donc, en l'occurrence, pour cette barge à queue noire, ce qui commençait à inquiéter les chercheurs, c'est que la population qui habite au Royaume-Uni commence à devenir de plus en plus petite. Et alors, ils s'inquiétaient beaucoup de la diversité génétique de cette population, qui devient de plus en plus petite, et qui, malheureusement, a de moins en moins de gènes différents, et de plus en plus de consanguinité, parce qu'évidemment, les mêmes oiseaux vont se reproduire encore une fois avec les mêmes autres oiseaux, ce qui va évidemment donner toujours les mêmes allèles sur les mêmes gènes dans cette population. Ce qui va conduire à des problèmes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des oiseaux qui vont toujours revenir au même endroit pour nicher, c'est-à-dire que les populations vont rester entre elles, et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de migration entre les différentes populations, malheureusement. Donc un oiseau qui habite au Royaume-Uni ne va pas se balader jusqu'en France pour aller nicher là-bas, ou ne va pas aller nicher ou s'acoquiner avec un oiseau qui habite aux Pays-Bas. Ça marche pas comme ça chez les barges. Et c'est bien le problème. Parce que ce serait bien que ça fonctionne comme ça, mais dans l'étude, en l'occurrence, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait, et ça marche pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Alors ils sont allés voir la diversité génétique donc des différentes populations de barges. Ils ont étudié donc celles qui se retrouvent au Royaume-Uni. Ils sont allés chercher déjà des coquilles d'œufs et des poussins qui étaient malheureusement morts, qui se sont fait manger sur place de l'année précédente. Et durant les années 2017 à 2019, ils ont récolté tout ça pour essayer de faire des études génétiques sur cette population et de voir un petit peu à quel point on avait de la diversité génétique chez ces oiseaux-là ou pas. Et dans le même temps, ils ont fait la même chose sur une population qui habite aux Pays-Bas, et pour voir s'il y avait des différences entre les deux populations, s'il y en a une qui était plus diversifiée que l'autre, peut-être, ça pourrait être intéressant. Et alors ce qu'ils ont trouvé, c'est que finalement la population du Royaume-Uni, pour l'instant, elle n'est pas trop consanguine, même s'il y a un petit peu de consanguinité malheureusement, ça commence, mais pour l'instant, ça va encore. Par contre, elle est un petit peu moins diversifiée, évidemment, que la population qu'on a aux Pays-Bas, et c'est bien le problème, c'est que la population des Pays-Bas, elle est un peu plus nombreuse, donc on a un peu plus d'oiseaux, donc on a un peu plus de diversité génétique que celle qui est au Royaume-Uni. Alors tout ça, ça vient d'où ? Ça vient d'un programme de conservation qui a été mis en place au Royaume-Uni il y a déjà quelques années, qui essaie de préserver donc la barge à queue noire dans son habitat originel. Alors, faut savoir que la barge à queue noire, comme beaucoup d'oiseaux limicoles, ça va être un animal qui va nicher au sol. Et notamment, ça va nicher au sol sur des grandes plaines, pas forcément des plaines d'inondation, mais des plaines qui vont être à côté de milieux aquatiques. Et il niche dans des trucs qui vont être des champs. Sauf que quand vous avez un nid qui est au milieu d'un champ, évidemment, il peut être soumis à plein de trucs. Alors, en premier lieu, des prédateurs, parce que vous avez tous les animaux qui vont se balader au sol, qui peuvent tout à fait attaquer le nid si les parents ne sont pas là. Mais aussi à tout ce qui est engin agricole, ou tout simplement problème d'humains qui passent à proximité, ou de chiens, ou de chats, ou n'importe quoi. Et ça, c'est un gros souci, parce que ces animaux-là, malheureusement, ils sont vraiment en voie de disparition à cause des activités humaines, à cause de ça, parce qu'ils trouvent plus d'endroits où nicher, qui soient des endroits ouverts, mais qui ne soient pas des champs. Et ils ont beaucoup de soucis avec la prédation, parce qu'évidemment, tout ce qui niche au sol se fait à moitié manger. Et, petit bonus, parce que ce serait pas drôle sans ça, évidemment, ce sont des animaux qui sont extrêmement sensibles à la présence humaine. Donc si vous vous baladez juste à côté d'un nid, c'est suffisant pour les embêter et pour les faire partir. Et d'ailleurs, on rappelle, si vous habitez près du bord de mer, les limicoles sont en train de nicher, commencent à nicher, donc faites attention, notamment à vos animaux de compagnie. Voilà, ne les laissez pas se balader n'importe où. Exactement. D'ailleurs, on a beaucoup de plages qui mettent en place des règles assez strictes. En ces périodes-là, vous allez voir, soit le chien doit être tenu en laisse obligatoirement, soit le chien est interdit sur la plage. Ça peut arriver aussi. Mais regardez bien à quel point les arrêtés municipaux, parce que ça, c'est des arrêtés municipaux qui sont mis en place pour protéger les espèces en question. Donc, lisez bien ce qu'il y a. C'est généralement des panneaux sur le bord de la plage avant d'y aller avec votre animal. Il pourra certainement venir à une autre période de l'année, mais en tout cas, pendant la nidification, c'est généralement interdit ou réglementé. Absolument. Alors du coup, pour en revenir à la barge à queue noire, cet animal étant extrêmement sensible à la présence humaine, évidemment avec nos activités humaines, sans compter les engins agricoles qui passent à côté dans les champs, ça diminue notablement
les réussites de nidification et les petits qui sont à l'envol. Et donc on a de gros soucis, notamment au Royaume-Uni, à cause de ça. Alors l'une des manières de faire en sorte que les petits puissent quand même, que la nidification réussisse, donc ça veut dire qu'on va avoir des jeunes qui vont survivre après à la période de nidification, et bien ça a été tout simplement de récupérer des œufs dans les nids et de les élever eux-mêmes, les gens qui faisaient partie du programme, les élever en captivité, et les relâcher lorsqu'ils étaient suffisamment grands pour se débrouiller tout seuls. Donc c'est un programme qui a été mis en place déjà il y a pas mal d'années et qui a commencé et qui a de bons résultats parce que dans ces cas-là, on a beaucoup moins de mortalité, vu qu'évidemment les jeunes ne sont plus soumis à la prédation dans ces cas-là. Ça veut dire que... Alors, ça veut pas dire que vous récupérez tous les œufs, ça veut juste dire que vous récupérez des œufs dans des nids et que vous offrez donc aux parents la possibilité de faire une seconde nichée, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'oiseaux font ça, quand la première nichée ne fonctionne pas ou n'a pas atteint un niveau de réussite suffisant, en l'occurrence si jamais tous les petits sont morts à l'éclosion ou si jamais les œufs n'ont pas éclos par exemple, les parents peuvent tout à fait refaire une seconde nichée derrière, voire même si la première nichée a réussi, des fois ils font quand même une seconde nichée en fonction de la période à laquelle on se trouve et s'ils sont très tard ou très tôt dans la saison, ça peut arriver. Mais en l'occurrence, pour cela, on récupère donc les œufs de la première nichée et on laisse aux parents le soin d'élever les œufs de la seconde nichée. Ça leur fait autant de boulot que d'habitude, mais c'est juste que au moins on est sûr que les premiers vont survivre et on pourra les relâcher après pour aider cette population à survivre. Alors, c'est très bien, et j'imagine que tu vas me dire qu'il y a peut-être un souci avec ça. Non, non. Je vois pas pour l'instant le souci. D'accord. Tu me prends un peu au dépourvu, j'avoue. Désolée. Parce que moi, j'essaie de réfléchir à comment on pourrait brasser génétiquement les deux familles. Mais j'y reviendrai après. T'as raison, parce que ça va être la conclusion de l'article, en fait. Mais Okay. Je te poserai la question tout à l'heure, du coup. Okay, en l'occurrence, là, le problème, c'est que, imaginez, je vous ai dit que les oiseaux, ils revenaient toujours au même endroit pour nicher toujours avec les mêmes oiseaux. C'est-à-dire que les parents d'une année sur l'autre vont pas changer, ça va être toujours les mêmes, vous allez toujours récupérer les mêmes poussins dans les mêmes nids, qui vont du coup être frères et sœurs, tous. Vous imaginez bien qu'en relâchant uniquement des frères et sœurs ensemble, même si vous les relâchez au bon endroit pour essayer de faire grossir la population, vous allez finir avec un gros taux de consanguinité. Ok. Eh oui. Donc ça, c'est une des limites du programme. Et ça, c'est le problème principal, le problème majeur que les auteurs de l'article voient avec ces programmes de conservation. Donc c'est très bien pour augmenter artificiellement le nombre d'oiseaux dans cette population, parce que c'est ce qu'on fait, on augmente artificiellement le nombre d'oiseaux dans la population en relâchant des oiseaux qui ont été élevés en captivité. Mais du coup, on n'augmente pas la diversité génétique avec cette histoire. Et c'est un peu le problème. Donc est-ce que tu as une idée, toi, de comment est-ce qu'on pourrait augmenter la diversité génétique de cette population en Angleterre tout en conservant les mêmes pratiques. Peut-être pas des individus aux Pays-Bas, mais peut-être prélever des œufs aux Pays-Bas pour ensuite les acheminer vers l'Angleterre et s'occuper des jeunes là-bas et ensuite les relâcher au niveau de la population anglaise et peut-être faire l'inverse avec la population anglaise pour aussi apporter de la diversité génétique à la population néerlandaise. Ou alors je suis un grand alchimiste et j'ai tout faux. Non, t'as tout à fait raison. Parce que là, on parle de population dans la même sous-espèce, donc c'est tout à fait possible. Effectivement, ce sont des oiseaux qui sont capables de se reproduire entre eux, même s'ils le font pas forcément beaucoup dans la nature. Il arrive qu'il y ait des migrants entre ces populations-là, qui viennent s'installer d'un côté ou de l'autre et qui n'étaient pas là originellement. Mais c'est très rare. Mais ça existe, et ça peut se produire, et ça fonctionne tout à fait. Donc ce qu'on peut faire effectivement, c'est prélever des œufs d'un côté, les élever et les relâcher de l'autre, et prélever des œufs de l'autre côté, les élever et les relâcher du premier côté. Ce qui va permettre d'artificiellement augmenter la diversité génétique d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est encouragé par les auteurs de l'article en disant ça, ce serait une des méthodes avec lesquelles on pourrait avoir moins de consanguinité d'un côté et de l'autre, et on peut faire ça avec d'autres populations en France, par exemple, qui pourraient aussi servir pareil
de mixage en quelque sorte, pour arriver à avoir une population qui soit résistante et qui soit pas trop consanguine, même si elle est assez réduite au Royaume-Uni. Je serais sarcastique, je dirais, on pourrait faire la même chose avec les grands tétras, mais je serais sarcastique. C'est très sarcastique, effectivement. Allez écouter l'épisode en question si vous voulez savoir de quoi on parle. C'était quoi, il y a 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus. Ouais, c'était le 106. Voilà. Merci. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir pourquoi on parle de ça comme ça. On va avoir des problèmes, Sophie, on va avoir des problèmes. Non. On parle que d'oiseaux, c'est pas grave. C'est vrai. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est effectivement une des conclusions de l'étude. Et c'est juste... Voilà, je trouvais l'étude intéressante comme point d'accès dans tout ce qui est diversité génétique, voir un peu comment ça fonctionne et les problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait des programmes de conservation comme celui pour la barge à queue noire. Le souci, c'est pas juste d'avoir plus d'oiseaux, le souci, c'est d'avoir plus d'oiseaux et plus de diversité génétique dans cette population pour être sûr qu'elle résiste à tous les coups du sort qui pourraient lui arriver. Une maladie, un parasite, n'importe, une vague de froid, ça peut arriver aussi, hein. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir un peu d'oiseaux qui vont réagir différemment à différents changements de l'environnement pour être sûr qu'il y en ait au moins quelques-uns qui résistent, si jamais il y a un problème. C'est ça le but. Moi, Sophie, j'ai quand même une question par rapport à ces études et par rapport à la consanguinité. Est-ce que c'est un sujet qu'on a commencé réellement à travailler il y a peu de temps dans le domaine de la zoologie ou dans le domaine de l'ornithologie? Parce que, alors c'est peut-être parce que j'ai été assez loin du domaine de la biologie, mais j'ai jamais trop entendu parler de cette consanguinité jusqu'à vraiment très très récemment, sur les 2 dernières années, où vraiment on a de plus en plus d'études qui font référence à cette consanguinité. Alors c'est pas les premiers cas, hein, lorsqu'on avait introduit donc le Miro de Chatham, c'était dans les années 70 en Nouvelle-Zélande, se posaient déjà ces problèmes de consanguinité, parce qu'on avait, je crois, 5 à 7 individus encore, donc la population était quasiment condamnée. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a pris conscience de ce problème de consanguinité. Est-ce que c'est juste moi, ou est-ce qu'il y a réellement, tu le sens toi de ton côté, une véritable prise de conscience de ce phénomène-là? Alors je suis peut-être un petit peu moins de cet avis-là, parce qu'en fait j'ai un point de vue qui est un peu différent. J'ai effectivement des études sur la conservation et sur la consanguinité en milieu sauvage, mais en fait c'est des questionnements qui sont arrivés beaucoup plus antérieurement en captivité, parce que quand vous avez une population captive, c'est une question qui arrive très 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 rapidement. Vous avez beaucoup moins d'individus en captivité, donc évidemment il va falloir faire un peu gaffe comment vous les reproduisez, et vous pouvez pas, vous savez très bien, on le sait depuis un moment déjà, ça c'est pas récent, hein, c'est pas une connaissance qui est récente, on le sait avec les humains, allez voir les Habsbourg par exemple, on le sait que se marier entre frères et sœurs c'est pas bon, et du coup c'est quelque chose qu'on a appliqué aux animaux en captivité. Et ça, c'est des choses, et quelles que soient les méthodes d'élevage d'ailleurs, même chez les animaux de ferme, hein, c'est quelque chose qu'on sait très bien, ou voire même chez les chiens et chats, on le sait, la consanguinité, c'est pas bon, et ça fait des lustres qu'on connaît la chose. Et donc pour les animaux de zoo, de parcs animaliers, de ce que vous voulez, eh ben on essaie aussi depuis très longtemps de gérer ce genre de choses. Alors les plus vieux recueils c'était des livres à l'époque, hein, c'est un peu comme des livres de contes, mais en l'occurrence c'est des livres d'inventaire sur ces espèces-là, où on inventoriait tous les animaux qu'on avait, en essayant de savoir leur donner des noms des fois, hein, pour arriver à les différencier. Ça existe encore, hein, on a encore ce genre de livre d'inventaire. Oui, parce que quand on parle de contes, on parle de contes COMPTE et non CONTE. N'imaginez pas qu'on raconte des histoires sur chaque oiseau qu'on voit. Pas du tout. Donc on parle de census aussi, si vous voulez avoir un terme un peu plus technique. Mais en l'occurrence, ces livres d'inventaire anciennement sont devenus les studbooks aujourd'hui, et ce sont des choses qui nous ramènent aux premiers zoos d'ailleurs qui ont été créés, où on avait un inventaire des animaux qu'on avait en captivité, et on ne faisait pas reproduire les animaux n'importe comment non plus.
Donc c'est des questionnements qui peut-être paraissent un peu plus récents quand on étudie les animaux dans la nature, parce que peut-être aussi c'est des questions qu'on n'avait pas forcément à l'idée, parce qu'on se disait, dans la nature de toute façon, la ressource est inépuisable, et les animaux vont continuer à se reproduire sans qu'on ait besoin, nous, d'y mettre notre grain de sel, parce que de toute façon c'est la nature, ils ont toujours fait comme ça, et puis on n'a pas tant d'impact que ça au final. Et du coup, on s'intéressait juste aux environnements qu'on appelle contrôlés, c'est donc les environnements en captivité, dans lesquels on avait plus de besoin de gérer un peu ce qui s'y passait. Dans la nature, on n'a jamais vraiment évoqué ce besoin précédemment, parce qu'on pensait qu'il y avait suffisamment d'animaux pour continuer l'espèce, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui avec les espèces qui disparaissent malheureusement. Donc c'est devenu une question dans la nature, je pense, à partir du moment où on s'est rendu compte que les écosystèmes n'étaient pas aussi stables que ce qu'on croyait, et que beaucoup d'espèces commençaient à disparaître, et que le nombre d'animaux et d'individus parfois dans la nature était moins élevé que le nombre d'individus de la même espèce qu'on avait en captivité. C'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi, à ce niveau-là. Eh bien, c'est sur cette longue explication que nous allons nous quitter, Sophie. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la barge noire. À queue noire. Perdu, allez, c'est pas grave. Presque. On espère que cet épisode vous a plu, on espère que vous allez peut-être apprécier les précédents si jamais vous ne les avez pas écoutés, si jamais vous voulez découvrir l'émission. Ils sont tous sur les plateformes de streaming, également sur YouTube. YouTube d'ailleurs, vous pouvez nous poser vos questions ou vos affirmations, si jamais vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.